de conférence au CNAM, l'équipe de recherche d'ICEN. Donc moi je travaille sur la notion d'auteur, d'autorité, et c'est vrai là je viens de monter un séminaire sur les autorités calculées. Franck, j'espère, interviendra bientôt. Donc, non, trop vite. D'accord. Voilà, donc en fait je veux quand même rappeler que dans l'image graphique, l'image comme produit d'information calculée, il y a quand même deux visées derrière. Il y a la visée communicationnelle, c'est-à-dire que là on va synthétiser des données pour tirer un certain nombre d'enseignements qu'on va communiquer à un public. Donc là on a des cartes, des listes, des diagrammes, des timelines, des choses très, très utilisées. Puis d'un autre côté on a la recherche plutôt scientifique qui va utiliser des représentations graphiques de données abstraites avec des matrices, des graphes, des arts. Et l'objectif, c'est découvrir de nouvelles connaissances et éventuellement expliquer des phénomènes. Aujourd'hui, il y a une espèce de mélange entre les deux hein, qui se retrouve dans les nouveaux outils utilisés par la veille. Alors justement, comprendre ce qui se passe et exercer des rapprochements, c'est un petit peu l'objectif de la veille. Oui, merci. Donc, à l'origine, on a des méthodes de réduction de dimensions de données. Donc, en fait, à l'origine, c'est des mathématiques qui vont travailler les corpus avec des notions, voilà, en ce qui concerne les corpus linguistiques, enfin les corpus sémantiques, on va avoir des notions de distance, proximité, similarité, et maintenant de connectivité, hein, que la connectivité qui un peu efface a tendance un peu à mettre en arrière-plan tout le reste pour le moment, hein, avec un potentiel de relations faisant sens. Et donc là, on va regarder donc, dans le classement de Tricot, hein, qui lui a défini 3 stades dans du passage en fait de l'information donnée à l'information visualisée, la représentation des informations, la visualisation et finalement l'interaction. Voilà, donc voilà ce schéma qu'il a repris lui-même de Card et Hall. D'un côté, on a donc des données brutes. Ces données brutes, on les transforme alors là, bon, en table de données, ou en base de données, en CSV s'il le faut. Et donc il y a une première transformation et ensuite un mappage dans des structures visuelles. Et ces structures visuelles, on va regarder puisqu'en fait elles sont en nombre assez limité et elles vont être utilisées suivant les corpus et suivant les objectifs de manière différente. Et tout à la fin, on a les vues. Et la dernière couche qui s'est rajoutée, qui est relativement récente, c'est l'interaction finalement à tous les étages, presque tous les étages, en fait, de l'utilisateur final avec les données, qu'elles soient brutes, ça paraît encore assez difficile, mais en tout cas au niveau des tables, au niveau des structures, au niveau de la couche finale, la couche graphique observable. Voilà, merci. Voilà, donc en fait, les représentations des informations, donc la première étape, c'est représenter les informations, représenter les données, transformer les données en informations. Donc on les associe à des modèles de structuration de données qui elles-mêmes ont plusieurs structures, enfin peuvent être traduites par plusieurs visions. Chaque structure visuelle possède ses propres caractéristiques, donc on peut pouvoir combiner des éléments de forme, de taille, de position. Et il y a des algorithmes qui génèrent leur propre représentation visuelle. Donc voilà, dans la représentation des informations, trois sortes de structures. Des structures qui vont s'occuper des valeurs. Là, on va trouver tout ce qui est vectoriel. Donc on va trouver les premières cartes, entre guillemets, de représentation des concepts qui sont générés à partir de vecteurs. Bon, pour l'angénie, ça concerne le text mining, mais ça concerne encore l'analyse linguistique aujourd'hui. Ensuite, on va trouver tout ce qui est relation avec l'utilisation
d'arbres binaires, finalement. Donc on va utiliser ça pour visualiser des connaissances. Et à la fin, donc la couche qui actuellement occupe beaucoup de monde, ce sont les arborescences, puisque c'est je dirais un arbre à plusieurs niveaux, non seulement à plusieurs niveaux, mais à plusieurs dimensions. Donc c'est souvent des arbres multidimensionnels. Alors voilà une structure orientée valeur, donc celle-là elle n'est pas interactive, hein, c'est juste, mais par contre je pense, je ne me souviens plus si elle était calculée directement en ligne. En fait la couleur, donc là ce sont des portefeuilles financiers qui sont évalués selon les risques. Donc plus c'est rouge, plus il y a de risques, et plus c'est bleu, moins il y en a. Donc ici c'est un cluster d'analyse démographique aux États-Unis. On va pouvoir, donc on est dans la première valeur, hein, ici on affecte une valeur finalement à un domaine de l'image. Donc là on va pouvoir par état finalement avoir un certain nombre, accès à un certain nombre de données démographiques. Donc si vous cliquez sur le suivant, on a un petit zoom. Ici donc voilà le cluster zoomé, hein, avec à droite en haut de l'information qui complète voilà, l'origine des nouvelles naissances, etc., par état. Donc voilà la représentation d'un arbre binaire. Donc celui-là, bon, il est capturé à partir d'un appel Java. Ça va nous servir ici dans les arbres. Enfin, la principale en fait utilisation, ça va être dans les arbres décisionnels. On va pouvoir utiliser ça pour entre autres, à prendre voilà, des décisions. Donc les représentations de relations, donc évidemment là on est déjà dans l'arborescence. Ici donc c'est un mot-clé Twitter avec 4, donc a été voilà, un hashtag de Twitter qui est étudié suivant ses retweets et suivant les personnes qui l'ont tweeté. Donc Tricot, il distingue en fait deux formes de visualisation, les visualisations uniformes et les visualisations non uniformes. Donc la première en fait va nous permettre de contrôler le point de vue, ou du moins de jouer en fait avec des effets de zoom sur les cartes, mais avec peu de transformation, alors que la seconde, la déformation permet justement de visualiser des choses auxquelles on ne pouvait pas avoir accès avant. Donc, si vous pouvez cliquer sur le contrôle du point de vue, alors, donc voilà, ça m'a été un peu vite, mais on reviendra après. Ouais, Jean-Manuel. Non, apparemment, ça pas. Alors il y a deux solutions, parce que j'ai des liens hypertextes et des liens, mais bon, ça passe. Je sais où il faut cliquer plus tard, donc on peut rester là-dessus pour le moment, si besoin on reviendra. Donc voilà le contrôle du... Je retourne ici ou je... Oui, si vous pouviez essayer de... Normalement, il devrait au moins faire un message. Sur le trackpad à gauche. Pas trop manipulé, bon. C'est pas grave, il y a des dessins quand même qui expliquent ce que c'est. Voilà, donc ici on a l'espace de la représentation qui excède en fait l'espace de la carte. Donc on va contrôler le point de vue, c'est quelque chose d'assez classique. Et ici, donc une visualisation non uniforme. Donc ici on est bien sur un arbre. Et c'est le principe du fisheye qui est appliqué, c'est-à-dire qu'on va trier ce qui est dans l'arbre, suivant des valeurs, et ne vont apparaître finalement les nœuds qui correspondent à ce qu'on a cherché. Alors, donc, nous revoilà avec nos types d'interactions suivant les informations, enfin l'état, les espaces informationnels. Donc, on a donc 3 types d'interactions. L'espace informationnel des données, alors le schéma n'est pas très vite, l'espace informationnel représenté et celui qui est visualisé. Alors, donc, on va avoir dans l'espace informationnel
De départ, on va avoir des requêtes dynamiques, donc tout ce qui est calcul à la demande. J'ai un exemple de direct walk ici et de manipulation directe. Alors si vous pouviez cliquer ça. Je clique, mais c'est ça qui sort. Ouais. Alors, reporter en arrière parce que je n'avais pas terminé. Donc, dans l'espace informationnel représenté, on va avoir donc les détails à la demande, des lentilles magiques, des effets de brushing, je vous en montrerai plus tard. Et dans l'espace informationnel visualisé, on aura tout ce qui est contrôle par l'utilisateur, contrôle du point de vue ou de mouvement de caméra, par exemple. Alors bon, requête dynamique, tout simplement. Hein, ici, c'est le Ngram Viewer avec... il suffit de l'exemple était très simple à trouver. Hein, il suffit de prendre... Là, c'est une comparaison entre les publications, enfin les livres publiés autour de Karl Marx et de Frederick Taylor. Hein, donc on voit une représentation dynamique de ceci. Alors manipulation directe et détail à la demande, donc ça c'était pas mal. C'était une timeline donc des différents présidents des États-Unis. L'accès en fait par président aux mots-clés, à ses principaux mots-clés, et clic sur mots-clés, on a en fait l'extrait du discours, des principaux discours, du discours d'introduction dans lequel il a cité les mots-clés. Et ça se termine à Obama. Alors, contrôle du point de vue ici, malheureusement, c'est en ligne, donc vous cliquerez sur le lien hypertexte pour le trouver. Donc ici, c'est une œuvre d'un artiste. C'est vrai qu'on a tous à un moment donné évoqué le côté esthétique, mais ici c'est un peu une esthétique, je dirais, pratiquement politique, puisque à gauche on a la science, donc un certain nombre de points qui représentent des données, enfin des images, qui font sens, et suivant le déplacement du curseur vers science ou vers culture, les points vont s'agiter de manière différente. Voilà. Donc c'est totalement une interaction de surface, un contrôle du point de vue, c'est-à-dire que les données derrière sont toujours les mêmes, elles n'ont pas évolué, mais il y a une volonté en fait que l'action finalement prenne sens au moment où on s'en sert. Voilà. Alors voilà un autre exemple, dans celui-là il est assez ancien, de détail à la demande et du contrôle du point de vue. Donc je ne me souviens plus, le journal, c'est New York Times. Donc c'est le New York Times, donc vraiment c'est un outil qui est là depuis 2012, au moins depuis 6-7 ans. Hein, donc il interroge directement finalement le cours des actions dans différents domaines, et vous pouvez donc comparer sur une ligne de temps l'évolution finalement de l'action Google par secteur industriel. Donc voilà, mais finalement les raisons pour lesquelles en fait l'ordinateur se trouve là-bas, donc là il faut que les clics fonctionnent, puisque j'ai capturé en ligne en fait des interactions avec les différents modules graphiques. Donc là, je vais être obligée d'y aller parce que sinon ça n'a plus trop de sens. Je vais perdre une petite partie de mon intervention. Alors voilà, plutôt les airs qu'un histogramme. Donc ici, c'est un peu le même principe. Donc là, on fait apparaître des informations qui concernent finalement Donc là, on a le disque qui est effectivement employé depuis longtemps, mais qui a
différentes fonctionnalités. Donc on l'a ici, on voit une première fois. Donc voilà, on est dans la représentation des données du type, non pas ma page, mais les premiers types que j'ai expliqués au début. Donc ici, on a une représentation d'arbre, sauf qu'elle n'est pas arborescente. Elle est ce qu'on appelle les tree maps. Donc en fait, ici, on a une liste de lecture en ligne de morceaux de musique. Et donc on va pouvoir parcourir finalement cet arbre de manière interactive. Donc ici, on est sur finalement, c'est la représentation de l'utilisation non pas d'un disque dur, mais d'un système sur une machine avec deux utilisateurs. On a cliqué sur les dossiers, les répertoires de l'utilisateur, et on parcourt cet arbre-là simplement avec cette technique. Donc ici, on a des nœuds qui sont représentés avec leurs différentes liaisons. Donc, tout simplement, hein, c'est pas extraordinaire d'un point de vue technique. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est la préparation du schéma suivant, puisque dans le schéma suivant, on peut les éditer. Voilà, donc ici, je manipule le nœud. Donc il n'y a pas de redimensionnement du graphe en fonction du nœud manipulé. Par contre, je vais pouvoir en noter un et pouvoir faire apparaître ces liaisons. Voilà, et retirer ce qui ne m'intéresse pas pour conserver une vue, rendre plus fine la vue. Donc du coup, j'ai un peu loupé mes exemples précédents, mais si on a un peu de temps, je reviendrai. Je continue ici. Vous souhaitez. Alors, je vais continuer ici. Comme ça, Ça ira très bien. Donc, je reviens un peu comme j'avais proposé quelque chose sur les espaces sémantiques, les espaces graphiques sémantiques. Je suis revenue sur la notion d'espace sémantique, hein, selon la sémiotique de Greimas. Il s'agit d'un objet construit. Donc, c'est ça, c'est ce sur quoi je voulais insister. Donc, on va pouvoir définir cet objet selon différents points de vue, géométriques, hein, voire mathématiques, physiologiques, socioculturelles, etc. Alors, Victory, lui, a cherché à visualiser finalement cette notion d'espace sémantique en créant plusieurs dimensions affectées par des paramètres qui prennent eux-mêmes des valeurs. Alors, voici un exemple.
l'exemple du mot peinture, avec 4 paramètres, la nature du référent, le point de vue sur l'entité, le domaine et le type de représentation. Dans la nature du référent, on a matériaux, activités ou résultats. Dans le point de vue sur l'entité, ici, pour l'exemple, c'est physique, commercial ou signifiant. Le domaine, industriel, artisanal, artistique. Et les types de représentation, sens initial et figuré du terme. On va pouvoir se voir en peinture, par exemple, ça fait partie du texte. Alors voilà une de ces premières représentations. Donc on a la peinture ici, pot de peinture, qui va être plutôt entité physique matériaux, la peinture de Picasso qui est le résultat et qui est aussi nature, qui fait partie de la nature du référent, et la peinture expressive en haut, qui est finalement le point de vue sur l'entité et l'entité signifiante. Alors, dans la phrase « Pierre a acheté une belle peinture », donc on a ici 2 domaines qui sont représentés, c'est-à-dire est-ce que c'est une belle peinture finalement à mettre au mur, donc qui va représenter le matériau, l'entité physique, ou est-ce que c'est une belle peinture résultat, nature du référent. Alors on voit que ça monte dans l'entité signifiante, mais enfin bon, on voit qu'il y a deux domaines dans cette phrase. Et donc là, il a fait un petit graphe avec les sous-ensembles de synonymes correspondent à peinture, avec des clusters, donc finalement, ces synonymes, il les a rassemblés en clusters, et on voit qu'il y a 4 zones. Donc en fait, ceci, c'est un petit peu l'introduction pour montrer que ici, il y a un espace sémantique donc, qui correspond pas encore à l'espace physique graphique représenté, mais un espace sémantique qui est associé à chaque unité. Et donc le son de l'unité occupe une région dans cet espace, et cette région peut évoluer suivant la phrase, peut changer en fait d'espace. Donc, du coup, des auteurs qui l'ont suivi ont utilisé ce principe pour parcourir finalement l'évolution du terme, enfin, de la sémantique du terme mondialisation entre 1996 et 2001. Donc voilà, ici il n'y a pas d'interaction, mais il y a une timeline, ici on est en 1997, donc on a les clusters de mots qui sont représentés par les tirets bleus, et donc l'ensemble mondialisation, et on voit qu'il y a donc 3 domaines, domaine progrès, domaine menace et domaine défi, avec les termes associés. Et donc plus ou moins chaque année, en fait, les domaines, ces 3 domaines menace, progrès et défi, ces 3 interprétations du mot mondialisation évoluent, une fois ils se recoupent. Le vocabulaire lui-même aussi évolue, c'est pas toujours le même. Voilà, et là on voit l'alternative qui est située au centre. Alors, c'était la dernière étape de mon PowerPoint. Le biais des représentations graphiques. Donc ici, c'est vrai que j'ai souhaité en parler parce que dans les 2
modalité de cartographie site, enfin, dont j'ai évoqué à l'introduction de ma communication l'existence. En fait, il y a la formation communiquée et la formation voilà, représentée, qui a pour objectif finalement représenter de manière scientifique, qui a pour objectif finalement de découvrir de nouvelles connaissances. Donc les biais, on va les trouver, ils sont identifiés depuis longtemps, il y en a un qui est très ancien, c'est simplement l'illusion d'optique, c'est-à-dire que en fait il y a une confusion qui peut se produire lorsqu'on regarde une image entre l'exactitude géométrique et intellectuelle. Ici, intellectuellement, comme on a tous été conditionnés pour reconnaître une perspective, bien, intellectuellement, on va penser que l'image du personnage de fond est plus grande que celle du début. Et en fait, en réalité, les trois, enfin, il y a une différence de taille entre les trois personnages, et en fait, les trois ont rigoureusement la même taille. Donc en fait, ça fait un double heure, à la fois entre la perspective, ce qui est représenté, et l'expérience elle-même que l'on fait avec cette image. Alors on a cité tout à l'heure Tuft. Alors Tuft, justement, c'est à chercher définir ce que pouvait être un bon graphique. Un bon graphique serait un graphique qui finalement respecte les données et ne fait pas d'effets d'effets, je dirais, communicationnels sur les données pour transformer finalement l'objectif. Donc là, c'est une double page, il y a carrément une double page, donc j'ai fait seulement une petite sélection de graphiques. En 1979, le prix du